Après nous être intéressés au tout premier arc de Jujutsu Kaisen centré sur la découverte du monde de l'exorcisme par Yuji Itadori, qui révèle un début de shonen de prime abord très classique mais en réalité très atypique en termes de ton et de direction, il est temps d'aborder la suite, l'épilogue de l'arc Naissance de la Matrice, qui introduit de nouveaux antagonistes. Alors, est-ce que c'est un arc un peu brouillon ou une masterclass? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de JJK Logi. Ouais. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Jump Ichiban. Jump Ichiban, c'est une boutique en ligne qui propose des produits exclusifs au marché japonais, que ce soit des goodies, mangas, figurines, cartes à collectionner, accessoires, vêtements, il y a absolument tout sur Jump Ichiban. Alors c'est des produits exclusifs au Japon, mais aussi des produits disponibles en avant-première par rapport au marché européen. La livraison est rapide et en plus les frais de douane sont prépayés, donc déjà ça c'est un avantage énorme par rapport à d'autres boutiques. Il y a un super système de fidélité et un très bon service après-vente disponible par chaque client. Découvrez l'offre de Jump Ichiban et profitez d'une remise exclusive avec le code LECHEFOTAKU5 pour 5% de réduction sur toutes vos commandes et le chef Otaku 10 pour 10% de réduction sur votre première commande. Merci à Jump Ichiban d'avoir sponsorisé cette vidéo. Que la passion vous guide. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jujutsu Kaisenology ou JJKalogy. C'est plus simple, la série de vidéos durant laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture des arcs du manga Jujutsu Kaisen. Au menu aujourd'hui, la seconde partie de l'arc introductif Naissance de la Matrice. Et si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets en fiche quelque part là ou là, je sais plus, et aussi dans la description. Hein, voilà, oui. Mais avant de commencer l'épisode, un petit résumé de l'arc s'impose, bien sûr, oui. Yuji Itadori est officiellement déclaré mort à la suite de l'incident du centre de détention. Dans l'ombre, un mystérieux maître des fléaux, qui se révèle être Suguru Geto, rencontre plusieurs esprits maudits responsables du dépôt du doigt de Sukuna ayant donné naissance au fœtus maudit. Ensemble, ils commencent à mettre en place un plan de grande ampleur contre l'humanité. À l'école d'exorcisme de Tokyo, Satoru Gojo est profondément affecté par la perte supposée de son élève, et laisse transparaître sa colère envers les dirigeants du monde des exorcistes. Tandis que Shoko Yeri s'apprête à autopsier le corps de Yuji, Megumi Fujiguro et Nobara pleurent la mort de leur camarade. Leur chagrin se transforme rapidement en détermination lorsqu'ils rencontrent les élèves de première année, Maki Zenin, Toge Inumaki et le Panda, qui proposent de s'entraîner en vue du tournoi des lycées jumelés. Megumi et Nobara acceptent et jurent de devenir plus forts pour honorer la mémoire de Yuji. Du côté des fléaux, Jogo demande à Suguru Geto de les aider à exterminer l'humanité. Geto leur présente deux options, neutraliser Satoru Gojo ou faire de Sukuna un allié. Bien que Yuji soit censé être mort, Geto affirme que Sukuna n'a pas disparu. Dans le subconscient de Yuji, un affrontement a lieu entre l'adolescent et le roi des fléaux. Sukuna domine facilement Yuji et lui propose un pacte pour le ramener à la vie, scellé par un combat que Yuji perd une nouvelle fois. Pendant ce temps, Satoru explique à Kiyotaka sa vision du monde de l'exorcisme, former une nouvelle génération capable de le réformer. Peu après, Yuji se réveille, bien vivant, au grand étonnement de tous. Gojo décide alors de le former en secret en vue du tournoi, demandant à Shoko de falsifier les rapports officiels. Yuji commence alors un entraînement intensif avec Gojo, apprenant à maîtriser l'énergie occulte et à contrôler ses émotions à travers des exercices peu conventionnels. En parallèle, Megumi et Nobara poursuivent leur entraînement avec les élèves de première année. Suguru Geto continue de guider les fléaux et leur révèle leur véritable stratégie, sceller Satoru Gojo grâce à une relique spéciale, la lisière du supplice, lors d'un événement prévu le 31 octobre à Shibuya. Satoru est bientôt attaqué par Jogo sur une autoroute, mais le fléau est totalement impuissant face à la technique de l'infini. Gojo profite du combat pour faire venir Yuji et lui montrer la puissance d'un véritable affrontement entre exorcistes de haut niveau. Pris dans l'extension de territoire de Jogo, Satoru déploie la sienne et écrase son adversaire. Jogo est sauvé in extremis par Hanami, révélant l'existence d'une alliance inédite entre fléaux puissants. De retour à l'école, les tensions montent avec l'arrivée des élèves de Kyoto. Une confrontation éclate entre Megumi, Nobara et les redoutables Aoi Todo et Mae Zenin. Malgré la violence des échanges, l'intervention de leurs camarades permet d'éviter le pire, annonçant des rivalités explosives pour le tournoi à venir. Enfin, Satoru rencontre le professeur de Kyoto, Yoshinobu Kakuganji, et l'avertit que la prochaine génération d'exorcistes dépassera largement les normes actuelles. Convaincu que le changement est inévitable, Gojo quitte la discussion en laissant derrière lui un monde de l'exorcisme au bord d'un bouleversement majeur. Partie 1, épilogue et introduction.
Alors, la question se pose de pourquoi j'ai décidé de couper l'analyse de cet arc en 2 parties. Eh ben tout simplement parce que selon moi, c'est un arc qu'on peut diviser en plusieurs parties. La première partie contenant l'introduction et toute la partie sur le centre de détention qui, selon moi, forme une histoire à un tout cohérent. Donc c'est plus facile d'en parler, point de vue thématique et tout ça, c'est plus facile d'en parler pour dégager une analyse, un propos cohérent sur cette seule partie. Voilà. Pour la seconde, c'est plus compliqué. C'est à la fois un épilogue à la première partie, on traite directement des conséquences des événements et l'impact que ça a eu sur les personnages, et c'est aussi une introduction à une intrigue plus longue, qui portera finalement la quasi-intégralité du manga. Un prologue donc. Cette seconde partie est un peu bâtarde. C'est un épilogue, un prologue, en même temps c'est un peu un arc d'entraînement où on présente plein de nouveaux persos. Cette seconde partie est un peu plus bordélique, et c'est pas évident pour moi d'en parler sans moi-même partir un petit peu dans tous les sens. Mais bon, on va essayer. Partie 2, la résurrection de Yuji. Et on va commencer par s'intéresser au sort du personnage principal, Yuji Itadori, qui revient à la vie après avoir passé un pacte avec Sukuna. On l'a vu lors de l'épisode précédent, Yuji, en bon protagoniste de shonen neketsuesque, était incorruptible. C'est d'ailleurs son refus de baptiser avec Sukuna qui l'a tué au centre de détention. Alors, qu'est-ce qui fait que la situation est différente? Est-ce que Yuji, en bon héros, a failli? Alors oui, il a failli, mais attention, sa faillite n'est pas morale. Sukuna a maintenu l'esprit de Yuji en vie dans son propre espace vital pour tenter de le faire chanter une dernière fois. Il lui propose de passer un serment inviolable, contenant 2 conditions. 1. Lorsqu'il dira pacte éternel, Yuji lui cédera son corps pendant au moins 1 minute entière. Et de 2, Yuji oubliera avoir fait cette promesse. Yuji sent bien qu'il y a un truc qui pue du cul derrière cette proposition, et donc il refuse. En revanche, il veut forcer Sukuna à réparer son cœur en le soumettant par la force. Là, Sukuna comprend qu'il a affaire à un débile, qui ne pense pas en termes d'intérêt immédiat, mais plutôt en termes de principe. Il ne pourra obtenir ce qu'il veut en le soudoyant, ou en le menaçant. Donc il déplace la négociation sur un plan acceptable pour Yuji, en accord avec ses principes. On va faire la bagarre, si tu perds, je fais ce que je veux, et si tu gagnes, tu feras ce que tu veux. Là, les termes semblent acceptables pour Yuji, parce qu'il n'a pas à se trahir moralement, et aussi et surtout parce qu'il est assez teubé pour croire qu'il a la moindre chance contre Sukuna. Évidemment, il se fait insta-kill comme une merde, et pouf, il revient à la vie. Yuji a failli pour 2 raisons. La première, c'est un énorme teubé, et la seconde, c'est un idéaliste, qui est un peu synonyme, Oui, je suis habité par le diable, oui. Analysons un instant la proposition de Sukuna. Si Sukuna gagne, Yuji signe le pacte et il pourra reprendre le contrôle de son corps à la bonne occasion pour faire du sale. Alors que s'il perd, il devra ressusciter Yuji et n'aura qu'à attendre une occasion pour prendre le contrôle de Yuji et faire du sale. Pile je gagne, face tu perds. Bon, ça c'est pour le côté con, mais quid de son côté idéaliste? Yuji, et ça, la suite du manga nous le confirmera, a tendance à se voir dans l'autre, sa compassion et son empathie viennent de là. Donc, quand il voit que Sukuna semble arrêter de vouloir le faire chanter et lui propose un deal sans faux semblant, un deal qui sonne honnête, il te dit « Ok, je suis un gars réglo, je respecterai ma parole, donc Sukuna aussi. » Il s'est bien fait niquer en vrai, mais en tout cas, ça annonce la couleur sur ce qui sera mis à l'épreuve chez Yuji, son empathie, qui peut s'avérer être autant une force qu'une faiblesse, surtout dans le monde sinistre et tortueux de l'exorcisme. Ça fait d'ailleurs parfaitement sens avec les modalités de son entraînement avec Satoru Gojo. En effet, l'entraînement de Yuji consiste à maintenir son énergie occulte, énergie issue des émotions négatives. Satoru lui donne une peluche incarnée qui balance des droites quand ton énergie est fluctuante, et lui dit de maintenir son flux constant en regardant des films, c'est-à-dire en contrôlant ses émotions. Yuji étant empathique, il est donc particulièrement sensible aux émotions suscitées par les personnages d'un film. L'approche est rigolote, mais ne manque pas de subtilité, oui. Ceci étant dit, c'est l'occasion pour le manga d'utiliser un autre grand classique du shonen neketsuesque, l'entraînement du héros, qui, comme on vient de le voir, est plutôt original, mais a quand même un petit goût de « Oups, j'ai oublié d'expliquer des trucs essentiels » de la part de Gege Akutami. Donc, il prend le temps de nous expliquer plus en détail les bases de l'énergie occulte. Le côté introduction à la va-vite, on y reviendra. Partie 3, l'impuissance de Satoru Gojo. Cette seconde partie est aussi l'occasion de découvrir davantage le personnage de Satoru Gojo, qui jusqu'ici était surtout présenté comme étant le sensei un peu excentrique et très balèze. La mort et l'autopsie de Yuji est l'occasion pour Akutami de nous dévoiler non seulement sa personnalité, mais aussi son objectif. Si on avait compris dès le début que Gojo était un personnage qui était marginal dans le monde de l'exorciste et qui avançait à contre-courant de sa hiérarchie, avec cette partie-là, on nous confirme qu'il est en
totale opposition, que ce soit sur les valeurs ou les méthodes, avec les dirigeants du monde occulte. Une opposition qui frôle parfois l'insurrection. Il est à deux doigts de basculer, le gars, tu le sens. Lorsqu'il discute avec Kiyotaka de l'absurdité de la mission confiée à ses élèves, il dit « Je n'ai pas envie de me casser la tête à identifier le coupable, ce serait sûrement plus rapide de massacrer l'ensemble de la direction, non ?» Et quand il dit ça, il a l'air de le penser. Plus tard, il explique que s'il est devenu prof malgré son absence totale de pédagogie, c'est justement pour former des exorcistes forts et intelligents, pour réformer en profondeur le monde de l'exorcisme. Alors qu'il a le pouvoir de simplement éradiquer les têtes pensantes pour repartir de zéro, il choisit une voie plus difficile, qu'il espère plus efficace sur le long terme. Malheureusement, sa stratégie et ses efforts tardent à porter leurs fruits, et les décisions arbitraires des pontes continuent de lui mettre des bâtons dans les roues. Et Yuji en a fait les frais avec cette mission au centre de détention. Il compte donc sur les élèves comme Yuji, Yuta et les autres pour parvenir à défaire la seule chose que lui n'a pas pu vaincre, le système. C'est là que réside l'impuissance de Gojo. Alors, il peut les faire chier, il le fait très bien d'ailleurs, mais réellement changer les choses en profondeur, ça va être plus compliqué. Et l'impuissance de Gojo est le fruit, un peu comme pour Yuji, d'un certain idéalisme. Voilà, il s'interdit de faire des choses qui seraient contraires à ses principes, sinon il baiserait tout. Mais il dit non, c'est pas bien, donc je vais pas faire ça, je vais utiliser une autre méthode. Voilà. Beaucoup de gens semblent voir le personnage de Gojo uniquement comme un énorme aura farmer et un monstre de puissance, mais selon moi, c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je le trouve intéressant parce qu'il est un peu paradoxal, je reviendrai plus tard sur ce point. Partie 4, les fléaux. Si jusqu'ici, les fléaux, ces créatures spirituelles nées des émotions négatives de l'humanité, étaient présentés comme de simples monstres, de simples nuisibles à éliminer, avec l'introduction de Kenjaku, Jogo, Hanami et Dagon, on découvre des fléaux plus humanoïdes, capables de paroles et dotés de personnalités qui leur sont propres. Ils ont aussi leurs propres désirs, leurs propres rêves. Là, l'ennemi change de statut. Il ne s'agit plus d'affronter le monstre de la semaine, mais de vrais personnages, de vrais antagonistes. Encore une fois, Gegakutami utilise ici un code, un archétype, un cliché, un trope, appelle ça comme tu veux, assez classique du genre shonen neketsuesque de bonne aloi. Je parle bien sûr de ce que j'appelle personnellement le monstre humain. Ouais, je dépose des concepts, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas rien faire du tout. Oui. Alors, qu'est-ce que j'entends par monstre humain? Eh ben, dans quasiment tous les shonen avec des monstres plus ou moins démoniaques, vient toujours un moment où la masse de créatures à éliminer commence à avoir des traits physiques et de personnalité proches des humains. Dans Demon Slayer, au début, les démons c'est juste des bestioles mangeuses d'hommes lambda. Puis boum, plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait ce sont des humains avec une histoire tragique. Dans Bleach, au début, Ichigo affronte des holos. Des gros monstres méchants pas beaux, puis on finit par tomber sur des arancars, des holos à forme humaine. Les fourmis chimères d'Hunter x Hunter, au début, c'est juste de gros insectes pas beaux, puis après ça devient des créatures humanoïdes conscientes. Dans Shingeki no Kyojin, au début, on a des titans mongoliens, puis on finit par affronter les titans primordiaux. Les Akuma dans Digreman, des démons moches et cons, puis boum, vient le clan Noé. Ouais, je te sors des refs à l'ancienne, mais t'as très bien compris où je voulais en venir. J'espère, oui. C'est exactement le même processus d'humanisation auquel on assiste dans Jujutsu Kaisen, mais la question c'est pourquoi est-ce que Gegakutami décide de faire ça? Eh bien ça tombe bien, j'ai écrit un bouquin, Manga Story, et j'en parle dedans. Peut-être qu'on devrait lire un extrait ensemble, mais oui. Les démons en tant qu'espèce sont aussi très présents dans le shonen neketsu, et constituent très souvent les troupes du clan du mal qu'il faut combattre pour protéger le monde. Et dans ces cas-là, lorsqu'on parle de démons, on y inclut bien sûr tous les dérivés possibles, que ce soit des vampires, des mauvais esprits, des ghouls ou autres. Il s'agit là d'un moyen rapide, clair et efficace d'antagoniser le camp adverse. Le héros doit les combattre parce que ce sont des démons, et que les démons sont le mal. En tout cas dans un premier temps, car en réalité, la plupart du temps, l'utilisation de démons comme ennemis dans un shonen neketsu sert un propos beaucoup moins manichéen qu'il n'y paraît. Pour expliquer où je veux en venir, je vais prendre l'exemple du manga à l'énorme succès Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba pour les puristes. Dans ce manga, le héros Tanjiro Kamado, après que sa famille a été dévorée par Muzan, un démon mangeur d'hommes à la tête d'une légion d'autres démons qui sont d'anciens humains qu'il a lui-même transformés, décide de devenir un pourfendeur de démons pour se venger et trouver un moyen de sauver sa sœur Nezuko, qui a été transformée en démon par Muzan et qui lutte pour conserver son humanité. Tanjiro, tout au long du manga, affronte différents démons.
Et à chaque affrontement, il éprouve une profonde compassion pour ses adversaires, parce qu'il se rend compte que si ces individus se sont laissés tenter par Muzan et sont devenus des démons, c'est pour tenter d'échapper à leurs souffrances causées par les travers de la société et de l'humanité en général. Comme Rui, la 5e lune inférieure, qui a rejoint les démons pour avoir le sentiment d'appartenir à une famille, ou encore Akaza, la 3e lune supérieure, qui est devenue un démon pour pouvoir se battre éternellement et ne jamais perdre sa puissance en vieillissant. Les démons de Demon Slayer sont l'incarnation des souffrances, des faiblesses et des travers de l'humanité. Ainsi, lorsque Tanjiro les abat, il ne se contente pas de les tuer, mais en les comprenant et en faisant preuve d'empathie, il les absout en quelque sorte de leurs péchés. On peut faire la même analyse avec les fléaux du manga Jujutsu Kaisen, qui sont des créatures qui sont la matérialisation des émotions négatives des humains, et qui les hantent, les possèdent ou les maudissent, ou encore les holos dans le manga Bleach, qui naissent à partir d'amérantes, n'ayant pas trouvé le repos car habités par la peur, le ressentiment et les regrets. Les démons sont ce que serait l'humanité si elle cédait à la peur, la haine, les vices et la souffrance. Ils incarnent tout ce que doit combattre le héros et tout ce que la société produit de mauvais et ne veut pas voir. Pour les vaincre, le héros doit aussi les comprendre pour faire disparaître les causes de leur existence en faisant évoluer l'humanité et la société. Ouais, je m'autocite en fait. Tu vas faire quoi? Bah oui. Jogo énonce très clairement son objectif, son rêve. Il considère que les humains sont des hypocrites, que toutes leurs émotions positives, leurs actes de bonté, sont toujours soit faux, soit intéressés, et que seules leurs émotions négatives sont véritables, car c'est d'elles que naissent les fléaux. Selon lui, seuls les fléaux sont purs et représentent la véritable humanité. Il souhaite donc renverser la société humaine et par extension le monde de l'exorcisme, pour que les fléaux puissent s'épanouir pleinement sur la Terre. Objectif partagé a priori par tous les membres de son groupe. Donc si tu as bien suivi, les méchants ont un objectif similaire, ou alors très proche de celui de Gojo. Leurs motivations diffèrent, bien sûr, elles sont même peut-être antagonistes, mais leurs conclusions sont identiques. Il faut radicalement transformer le monde de l'exorcisme. Mais selon moi, ils ont quand même une petite longueur d'avance sur Gojo quant à leurs conclusions, c'est que eux, ils ont compris et ils ont accepté que le principal frein au changement du monde de l'exorcisme, c'est justement l'existence de Satoru Gojo. On revient au caractère paradoxal de Gojo. Il veut changer le monde de l'exorcisme, mais il est en même temps celui qui, par sa seule présence, de par sa puissance extraordinaire, permet de maintenir le statu quo. Et en même temps, c'est aussi sa présence qui est source de chaos, parce qu'il force les fléaux à devenir plus forts et plus retors. Même la résurrection de Sukuna, c'est un peu de sa faute, mais on en reparlera plus tard dans le manga. On comprend qu'il est définitivement cheaté quand il met une branlée mémorable à Jogo. Partie 5, la puissance de Gojo. On va parler du combat Gojo contre Jogo. Sans déconner, pourquoi leurs prénoms se ressemblent tellement? Encore Goten, Goku, y a un sens si tu veux. Mais là, pourquoi? Le combat est stylé sa mère et encore plus stylé en animation. Un étalage de puissance et de pyrotechnie de qualité qualitative. Cependant, il ne raconte pas grand chose. Enfin, j'exagère un petit peu. Ça permet à Jogo de se rendre compte de la différence de puissance entre lui et Gojo. Mais je sens que le but premier de ce duel n'est pas là. Je pense que ce combat est là pour nous faire comprendre à nous lecteurs à quel point Gojo est cheaté. Et de deux, il n'y avait pas de 1 mais c'est pas grave, c'est le point le plus important pour nous faire de l'exposition sur l'énergie occulte, les sorts et bien sûr sur les extensions de territoire. Qui est un concept super stylé sa mère. Très inspiré du Bankai de Bleach. Mais le Bankai de Bleach, c'est stylé sa mère. Donc ça donne forcément un truc stylé sa mère en fait. Pourquoi je m'énerve? Je sais pas. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, faut suivre mes vidéos à moi, quand je te parlais du côté introduction à la va-vite. La seule réelle utilité de ce combat, c'est de faire de l'exposition. Et c'est un peu fait à la zob. Et attention, je peux le démontrer. Ah, j'ai des exemples, attention, oui. Le moment où Gojo se téléporte pour aller chercher Yuji afin qu'il assiste au combat pour apprendre entre guillemets. Ouais, le gars, il peut se téléporter d'une page à l'autre, on savait pas. On n'était pas au courant jusqu'ici, mais ta gueule, je peux me téléporter. Pratique. De base, je pense que le combat Gojo contre Jogo était là pour exposer la puissance de Gojo, et comme je le disais, aussi faire de l'exposition. Mais en cours de route, Akutami s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. L'explication sur le pouvoir de Gojo est avant tout à destination des lecteurs, mais les explications sur les domaines doivent aussi être à destination de Yuji, sinon ça deviendrait redondant de devoir lui réexpliquer ça plus tard. Donc en un coup de cuillère à peau, on fait venir Yuji assister au combat par un moyen tiré par les cheveux. Parce que oui, dans les shonen du genre, on doit découvrir les règles qui régissent l'univers par les yeux du héros. Sinon, on en sait vite beaucoup plus que lui et on est moins impliqué dans son histoire. C'est un peu basique comme principe et on sent en lisant cette histoire que le gars Akutami s'en est souvenu au dernier moment, genre ah merde.
Bon, il va se téléporter, il va aller chercher Yuji. Problème réglé. Partie 6, prologue au tournoi. La vie du lycée d'exorcisme continue avec la tenue prochaine du tournoi entre les lycées de Tokyo et de Kyoto, évidemment ayant pour but de mesurer le niveau des élèves et d'être une opportunité de promotion pour les exorcistes les plus balèzes. Il est évident pour tout le monde qu'on nous prépare ici un classique arc tournoi, passage quasiment incontournable de tout bon shonen bagarre qui se respecte. L'occasion de découvrir les autres élèves du lycée, Maki, Toge et le panda qui étaient déjà apparus dans le tome 0, dont on parlera un de ces quatre, ainsi qu'une partie des élèves de Kyoto, Todo et Mai, la jumelle de Maki. Todo et Mai n'ont pas vraiment de vraies raisons d'être là. Todo voulait assister à une dédicace de son idole préférée et Mai l'a suivi pour venir faire un peu chier sa sœur au passage. La rencontre donne lieu à un affrontement entre Togo et Megumi et Nobara versus Mai. Le but de ces combats, c'est de présenter de nouveaux antagonistes et d'établir leur puissance pour bien montrer le niveau que Megumi et Nobara devront atteindre pour passer l'épreuve. Grosso merdo, le combat Megumi-Todo a la même fonction que le combat Rock Lee Sasuke juste avant l'examen Chunin dans Naruto, mais je trouve qu'ici ça marche moins. Les deux scènes se ressemblent beaucoup. Avant un tournoi, l'équipe du héros se fait importuner par un nouveau personnage, mystérieux et excentrique, qu'on ne prend pas vraiment au sérieux au début, et qui pourtant se révèle être super fort, à tel point qu'il fout une branlée à celui de l'équipe censé être le plus fort. Puis le combat est interrompu avant de devenir un peu trop sérieux. Ça motive l'équipe du héros à redoubler d'efforts pour l'épreuve. A priori, dans les deux cas ça marche, sauf que... Megumi, c'est pas Sasuke en fait. Sasuke est perçu comme un prodige, c'est le favori, le gars trop fort qui impressionne ses pairs et les profs. Le voir perdre aussi facilement face à un autre élève, c'est un choc pour nous en tant que lecteurs, mais aussi pour Sasuke, qui avait tendance à un peu croire en sa propre hype. Megumi n'a pas du tout cette image, alors quand on le voit se prendre une branlée par Todo, y a pas vraiment de choc. De plus, Megumi est déjà plutôt humble par nature. Depuis le début, en plus, il n'a pas gagné une seule bagarre en fait. Du coup, face à Todo, il perd juste une bagarre de plus. Et en plus, son adversaire d'avant, c'était quand même Sukuna. Todo à côté n'est clairement pas aussi impressionnant. Je trouve que du coup, ça ne marche pas trop. Vous allez me dire, oui, mais Sasuke il perd contre Haku à l'arc d'avant. Oui, mais il aurait peut-être pu gagner. Il perd parce qu'il sauve Naruto, et du coup ça change tout, c'est pas pareil. Alors, toute cette partie est très sympathique, ça atteint son objectif, mais ça manque un peu de substance, oui. J'ai l'impression qu'on est plus dans le cochage de cases, pour faire fonctionner la suite. Le récit retombe sur ses pattes, attention, mais il ne fait pas maîtriser de bout en bout. Mais bon, nous ne sommes qu'au début du tome 3, c'est normal qu'il y ait encore quelques balbutiements. Et donc, pour répondre à la question de l'introduction qui demandait arc masterclass ou arc brouillon, je vais répondre. Alors, j'ai envie de te dire qu'au niveau des thématiques et des personnages, on est plus tendance à être dans la masterclass, mais que dans l'exécution du récit, ça a tendance à être un petit peu brouillon. Donc je conclurai en disant qu'on est sur une espèce de brouillon classe. Voilà. Démerde-toi avec ça. Que la passion te guide, abonne-toi, mets la cloche, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?